Regardez ce qui se passe en ce moment précis, pendant que vous regardez cette vidéo. Un cessez-le-feu a été déclaré. Trump l'a annoncé au monde entier comme s'il en était l'architecte de la paix mondiale. Les marchés ont grimpé. Le prix du pétrole a chuté de plus de 16% en une seule journée, et les titres ont proclamé que c'était un grand jour pour l'humanité. Mais pendant que Trump publiait sur Truth Social que cela pourrait être l'ère dorée du Moyen-Orient, des raffineries brûlaient, non pas avant le cessez-le-feu, non pas pendant la guerre ouverte, mais après, des heures après la signature de la trêve. Une raffinerie sur l'île Lavan en Iran en flammes, des installations énergétiques en Arabie saoudite, au Koweït, aux Émirats arabes unis, tout en feu ou sous des attaques de missiles et de drones. Et la question que personne dans les médias corporatifs n'ose poser avec honnêteté est celle-ci. Quelle sorte de paix est-ce là, celle dans laquelle les raffineries continuent de brûler? Quel type de système économique et politique produit ces contradictions où le narratif de la victoire se construit sur la fumée littérale d'infrastructures détruites? C'est exactement ce que nous allons analyser aujourd'hui, sans filtre, sans euphémisme, sans la couverture superficielle que les grands médias de ce pays vous vendent chaque jour comme si c'était une véritable information. Commençons par le début. Parce que si vous voulez comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui et pourquoi cela vous touche directement dans votre portefeuille, dans le prix de l'essence, dans le coût des courses, dans les mensualités de votre logement ici, aux États-Unis, vous devez saisir la logique profonde de ce conflit. Non pas la logique que Trump vous vend sur Truth Social, non pas celle que Fox News ou CNN vous proposent avec leurs graphiques et leurs experts en uniforme, mais la logique structurelle, celle qui opère en dessous de tous les titres, celle qui fait bouger les véritables intérêts des acteurs qui contrôlent ce drame géopolitique. Faisons un rappel collectif. Le 28 février 2026, une guerre a formellement commencé entre les États-Unis et Israël d'un côté et l'Iran de l'autre. 40 jours de bombardements, de missiles traversant le golfe Persique, d'infrastructures détruites, de vies perdues, d'une économie mondiale secouée jusqu'à ses fondements. Durant ces 40 jours, l'Iran a accompli quelque chose que peu anticipaient avec une telle ampleur. Il a effectivement fermé le détroit d'Ormuz, cette bande d'eau d'à peine 40 kilomètres de large par laquelle transite environ 20% du pétrole consommé dans le monde chaque jour. Ce n'est pas un chiffre abstrait. C'est le pétrole qui fait rouler les camions qui approvisionnent vos supermarchés. C'est le pétrole qui détermine le prix de l'essence que vous mettez dans votre voiture pour aller travailler. C'est le pétrole qui fait fonctionner les industries produisant les biens que vous achetez. Et quand ce flux s'interrompt, les conséquences se font sentir dans chaque recoin de la planète. Mais surtout, elles se font sentir en premier et avec le plus de brutalité sur ceux qui ont le moins la capacité d'absorber ce choc économique. Qu'est-il arrivé au prix? Ce qui doit arriver dans un système capitaliste quand l'offre d'une ressource stratégique s'effondre soudainement. Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 50% depuis le début de la guerre. Le prix du diesel et du carburant d'aviation a atteint des niveaux jamais vus, dépassant les 200 $ le baril sur certains marchés. Et ce coût, comme toujours dans ce système, les grandes corporations pétrolières ne l'ont pas absorbé. Elles l'ont répercuté sur le consommateur, sur vous, sur les personnes à revenus faibles et moyens dans ce pays, sur les conducteurs qui n'ont pas d'autre choix que de faire le plein, sur les agriculteurs dépendants du diesel pour leurs équipements, sur les familles qui étaient déjà écrasées par l'inflation avant même que cette guerre ne commence. Maintenant, dans ce contexte, il faut comprendre ce qui s'est réellement passé le mardi 7 avril 2026 lorsque Trump a annoncé le cessez-le-feu, parce que le narratif officiel est assez simple et assez commode pour tous ceux qui détiennent le pouvoir dans cette histoire. Selon ce narratif, Trump a fait pression sur l'Iran avec son ultimatum. Il a menacé de détruire sa civilisation entière, de faire sauter des ponts, des centrales électriques, des installations de traitement de l'eau. Et la menace a fonctionné. L'Iran a cédé, l'Iran a ouvert le détroit d'Ormuz et Trump a gagné. Voilà le récit que le président a publié sur Truth Social, qualifiant cela d'un grand jour pour la paix mondiale. C'est l'histoire que les marchés ont célébrée avec le S&P 500 en hausse de plus de 2% et le Nikkei japonais en flambée de plus de 5%. Mais si l'on gratte à peine
1 centimètre sous ce narratif, ce qu'on trouve est quelque chose de complètement différent. Ce qu'on trouve, c'est une situation pleine de contradictions, d'accords que personne n'interprète de la même façon, de parties qui s'accusent mutuellement de violer ce qu'elles n'ont même pas clairement convenu, et de raffineries brûlant en temps réel, pendant que les dirigeants se félicitent mutuellement pour la paix qu'ils ont supposément atteinte. Permettez-moi d'aller point par point, parce que chacun de ces points révèle quelque chose sur la nature réelle de ce conflit et sur les structures de pouvoir qui le produisent. Premier point, l'accord lui-même est profondément ambigu. Trump a déclaré que le cessez-le-feu reposait sur la réouverture complète, immédiate et sécurisée du détroit d'Ormuz. Mais quelques heures plus tard, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a publié une déclaration qui disait quelque chose de très différent. Il a précisé que les navires souhaitant passer devraient être coordonnés avec les forces armées iraniennes et qu'il y aurait des limitations techniques sur le nombre d'embarcations. Ça ne ressemble pas à une réouverture libre, ça ressemble à ce que l'Iran maintient une position de contrôle sur le détroit, simplement avec moins de violence ouverte. Et si vous réfléchissez un instant, vous comprendrez que la position de l'Iran n'a pas fondamentalement changé. Ce qui a changé, c'est le niveau du conflit armé visible, pas la structure de pouvoir sous-jacente. Deuxième point, et celui-ci est crucial pour comprendre la dimension morale de ce qui se passe. L'Iran a présenté une proposition en 10 points pour mettre fin à la guerre. Et savez-vous ce qu'elle incluait? La levée de toutes les sanctions économiques contre l'Iran, le retrait des forces militaires américaines des bases dans toute la région, une compensation économique pour les dommages de guerre, autrement dit, des réparations, la reconnaissance du droit de l'Iran à enrichir de l'uranium et la libération des avoirs iraniens gelés à l'étranger. Trump a qualifié ces 10 points de base de négociation viables. Réfléchissez à ce que cela signifie. Pendant 40 jours, les États-Unis ont bombardé l'Iran. Pendant 40 jours, ils ont présenté cette guerre comme une action nécessaire pour dénucléariser l'Iran et protéger la sécurité mondiale. Et à l'issue de ces 40 jours, le président des États-Unis a qualifié de viable la proposition de paix iranienne, qui inclut le droit de l'Iran à enrichir de l'uranium. Qu'a donc gagné cette guerre? Qu'a-t-on obtenu avec 40 jours de bombardement et des prix du pétrole qui ont écrasé des millions de familles à travers le monde? Troisième point, et c'est là qu'on entre de plein pied dans le sujet qui donne son titre à cette vidéo, des raffineries en feu après le cessez-le-feu. Des heures après que Trump a annoncé la trêve, après que les marchés l'ont célébré, après que le Premier ministre pakistanais a remercié les deux dirigeants pour leur sage gestion du dossier, le monde a assisté à quelque chose qui contredisait absolument le narratif de la paix. L'Arabie saoudite a signalé des attaques. Les Émirats arabes unis ont indiqué que leur système de défense aérienne interceptait des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones en provenance d'Iran. Le Koweït a signalé des attaques. Le Qatar a déclaré que 7 missiles balistiques avaient été tirés sur son territoire. Et la télévision d'État iranienne a rapporté qu'une raffinerie sur l'île Lavan avait été attaquée, avec des pompiers s'efforçant de maîtriser l'incendie. Simultanément, Bahreïn a signalé des blessés dus à des fragments de drones interceptés et de la fumée s'élevait depuis l'île de Sitra, où se trouvent les principales installations énergétiques du pays. Et qu'ont dit les responsables de la guerre à ce sujet? Le secrétaire à la Défense, dans une conférence de presse, a expliqué que les attaques se poursuivaient parce qu'il y avait une mauvaise communication de commandement et de contrôle au sein de l'Iran et que certains commandants étaient injoignables en raison de problèmes de communication. Puis il a dit quelque chose que je trouve absolument révélateur de la mentalité qui gouverne ces guerres. Il a déclaré « Les cessez-le-feu mettent du temps à se consolider. Nous pensons que celui-ci se consolidera. » Cette phrase mérite d'être analysée calmement. Quand un système politique et militaire a engagé 40 jours de guerre, quand les chaînes de commandement sont fracturées, quand des factions armées opèrent de manière décentralisée et certaines hors de portée directe des dirigeants qui ont signé la trêve, annoncer un cessez-le-feu ne met pas fin à la violence. La violence a sa propre inertie, et cette inertie est payée, comme toujours, par ceux qui ont le moins à voir avec les décisions des puissants. Maintenant,
il y a quelque chose de plus profond que je veux que vous considériez, parce que cela ne concerne pas seulement cette guerre spécifique, cela concerne un schéma qui se répète encore et encore dans l'histoire moderne. Le schéma fonctionne ainsi. Une puissance dominante, dans ce cas, les États-Unis avec le soutien d'Israël, entre en conflit armé avec une puissance régionale, dans ce cas l'Iran. Le conflit perturbe les flux énergétiques mondiaux. Cela génère une crise économique qui frappe de manière disproportionnée les plus pauvres au sein des nations impliquées et dans les pays périphériques qui dépendent de cette énergie. Puis un accord incomplet et ambigu est annoncé, rempli d'interprétations contradictoires. Les marchés financiers célèbrent parce que l'incertitude aiguë diminue, les prix du pétrole baissent, et ce moment est vendu comme une victoire de la diplomatie ou de la force, selon le côté depuis lequel l'histoire est racontée. Mais la structure sous-jacente du pouvoir ne change pas. Les conditions qui ont engendré le conflit restent intactes. Et dans des mois ou des années, le conflit revient sous une forme peut-être plus violente, peut-être plus étendue. Regardez ce qu'a dit Matt Gertken, stratège géopolitique en chef chez BCA Research. Il a déclaré avec une clarté qu'on entend rarement dans les médias dominants que si Trump peut accepter temporairement l'Iran comme contrôleur du détroit d'Ormuz, surtout parce que les élections de mi-mandat approchent et que les prix de l'essence sont élevés, après ces élections, l'establishment de la sécurité nationale américaine va exiger une solution plus permanente. Il a conclu qu'il y aura davantage de combats avant la fin de l'année. Ce n'est pas une analyse pessimiste, c'est une lecture réaliste des incitations politiques qui gouvernent les décisions de ce système. Trump ne veut pas de prix élevés du pétrole quand ses républicains ont besoin de remporter des sièges au Congrès. Alors il accepte une trêve imparfaite. Mais les intérêts structurels qui ont poussé vers la guerre, le contrôle des routes énergétiques, la position géopolitique dans le Golfe Persique, le programme nucléaire iranien, aucun de ces intérêts n'a disparu avec l'annonce d'une pause de 14 jours. Et voici ce que je veux aborder directement. Quelque chose qu'on omet souvent dans ces conversations, surtout quand on parle de la moralité de ce qui se passe. Avant que le cessez-le-feu ne soit annoncé, Trump avait menacé de détruire les infrastructures civiles iraniennes. Il avait menacé de faire sauter des ponts, des centrales électriques, des installations de traitement de l'eau. Il avait déclaré qu'une civilisation entière mourrait cette nuit-là si l'Iran ne satisfaisait pas à son ultimatum. Les experts en droit international ont été très clairs. Attaquer des infrastructures civiles qui ne contribuent pas directement aux opérations militaires constitue un crime de guerre au regard du droit international et des propres lois des États-Unis. Quand un journaliste a demandé au président si le fait de commettre un crime de guerre le préoccupait, Trump a répondu « Non, j'espère ne pas avoir à le faire ». Voilà le niveau de moralité qui gouverne les décisions de la plus grande puissance du monde. Non pas une analyse éthique, non pas une réflexion sur les conséquences humanitaires, mais un calcul de convenance. Et ce calcul reflète en dernière analyse la logique du système plus large qui produit ces guerres, un système où l'accès au pétrole, le contrôle des routes commerciales et la suprématie géopolitique pèsent infiniment plus que les vies des civils pris en étau. Mettons les chiffres en perspective, parce que les chiffres racontent l'histoire de qui paie le vrai prix de ces guerres. Selon des données citées dans de multiples analyses, la fermeture effective du détroit d'Ormuz par l'Iran pendant la guerre a retiré du marché environ 12 millions de barils de pétrole par jour, soit environ 12% de l'offre mondiale. Cela a déclenché ce que les analystes ont décrit comme la plus grande perturbation de l'approvisionnement pétrolier de l'histoire moderne. Le prix du diesel et du carburant d'aviation a dépassé les $200 le baril. Dans des nations plus pauvres comme les Philippines, le Pakistan et la Thaïlande, les pénuries de carburant ont frappé avec une brutalité sans précédent. En Australie, qui importe environ 90% de ses carburants liquides, le Premier ministre a dû se rendre en urgence à Singapour pour sécuriser des approvisionnements. Et ici, aux États-Unis, les prix de l'essence, déjà au-dessus des attentes de la population, ont encore augmenté, contribuant à une chute dans les sondages d'approbation de Trump qui terrifiaient les républicains à l'approche des élections de mi-mandat. Voilà le point central que je ne veux pas que vous perdiez de vue.
La politique étrangère américaine au Moyen-Orient ne se fait pas dans le vide. Elle se fait dans le contexte de la politique électorale intérieure, des intérêts des corporations pétrolières, des entrepreneurs de défense, des industries financières qui profitent de la volatilité des marchés. Quand Trump accepte un cessez-le-feu 2 heures avant son propre ultimatum, quand il qualifie de viable la proposition de paix iranienne qui inclut le droit de l'Iran à enrichir de l'uranium, il ne le fait pas parce qu'il est soudainement devenu un défenseur de la diplomatie multilatérale. Il le fait parce que les chiffres politiques lui disent qu'il a besoin que le prix de l'essence baisse avant novembre. Et quand la trêve expirera dans 2 semaines, si les intérêts structurels ne trouvent pas une véritable issue négociée, ce qui est le scénario le plus probable compte tenu du gouffre qui sépare les positions des deux parties, les hostilités pourraient reprendre. Non par folie de qui que ce soit, mais par la logique froide d'un système où les décisions de guerre et de paix se prennent en fonction d'intérêts qui ont rarement à voir avec le bien-être de la majorité de la population. Parlons aussi de l'Iran et de ce que cette situation révèle sur la transformation de l'ordre international, parce que cela fait également partie de ce qui se passe ici. L'Iran, après 40 jours de bombardements intensifs de la part des deux forces militaires les plus sophistiquées de la région, ne s'est pas effondré. Il n'a pas demandé une reddition inconditionnelle. Il a présenté une proposition en 10 points qui comprend des conditions que tout observateur honnête reconnaîtrait comme la position de quelqu'un qui ne se sent pas vaincu. Cette proposition dit: levez les sanctions, retirez vos troupes, payez-nous des réparations, reconnaissez notre droit à enrichir de l'uranium et libérez nos avoirs gelés. Ce n'est pas le langage d'une nation vaincue. C'est le langage d'une nation qui a absorbé le choc et qui tient encore debout. Et le fait que Trump ait qualifié cette proposition de base viable pour des négociations dit quelque chose de très important sur les limites du pouvoir militaire, même le plus avancé du monde, lorsqu'il se confronte à une résistance déterminée et à une géographie stratégique qu'on ne peut pas simplement bombarder jusqu'à la reddition. N'oublions pas non plus le rôle de la Chine dans tout cela. Trump lui-même a déclaré à l'agence AFP qu'il croyait que la Chine avait joué un rôle fondamental pour convaincre l'Iran d'entrer en négociation. Pékin entretient des liens étroits avec Téhéran et s'est systématiquement positionné comme un promoteur de la désescalade régionale. Ce n'est pas de l'altruisme, c'est de la géopolitique. La Chine a besoin que le détroit d'Ormuz soit ouvert autant, sinon plus, que les États-Unis, parce que c'est par là que passe une énorme portion du pétrole qui alimente l'économie chinoise. Mais simultanément, la Chine a tout intérêt à ce que les États-Unis restent embourbés dans des conflits moyen-orientaux qui drainent leur attention, leurs ressources et leur crédibilité mondiale. Le rôle de la Chine comme médiateur de facto dans cette crise est un autre signal du réaménagement du pouvoir mondial que nous observons en temps réel. Et puis il y a la question nucléaire, celle que personne n'a résolue et que personne ne peut résoudre en 2 semaines de cessez-le-feu. L'Agence internationale de l'énergie atomique estimait qu'en juin 2025, l'Iran disposait d'environ 440 kg d'uranium enrichi à 60%, suffisant, selon les experts, pour produire un petit nombre d'armes nucléaires si ce stock est enrichi davantage. L'accord de cessez-le-feu n'a pas abordé ce stock. Netanyahou fait pression pour que tout accord inclue la remise totale de l'uranium enrichi iranien et l'engagement d'un arrêt complet des activités d'enrichissement. L'Iran affirme que le droit à enrichir de l'uranium n'est pas négociable. Des médiateurs pakistanais poussent les deux parties à mettre le sujet sur la table lors des négociations d'Islamabad attendues pour ce vendredi. Mais le fossé entre les positions est énorme. Et tant que ce fossé ne sera pas comblé, la guerre peut reprendre à tout moment avec des conséquences que tous, absolument tous ceux qui vivent sur cette planète, devraient prendre au sérieux. Il y a une dimension supplémentaire de cette situation que je veux aborder, parce qu'elle illustre parfaitement quelque chose que j'ai toujours dit sur la façon dont le capitalisme gère les crises qu'il génère lui-même. Remarquez la rapidité avec laquelle les marchés financiers ont célébré l'annonce du cessez-le-feu. Le S&P 500 en hausse de plus de 2%. Le Nikkei japonais en hausse de plus de 5%. Les cours du pétrole en chute libre. Pour les marchés financiers,
La trêve était une bonne nouvelle, même si des raffineries brûlaient encore, même si des missiles étaient encore tirés, même si les termes de l'accord restaient profondément ambigus. Pourquoi? Parce que les marchés ne se soucient pas de la paix, ils se soucient de la certitude, ils se soucient de la prévisibilité. Et une trêve, même imparfaite, même fragile, même pleine de contradictions, réduit l'incertitude aiguë qui rend les calculs d'investissement difficiles. Ce n'est pas que les marchés souhaitent la guerre ou souhaitent la paix, c'est qu'ils évaluent les événements en termes de profit et de risque, pas en termes de vies humaines ou de justice. Et voilà une vérité structurelle que nous devons comprendre clairement. Dans le système capitaliste actuel, les décisions les plus importantes qui façonnent la vie des gens ordinaires, les décisions de guerre et de paix, les décisions sur les prix de l'énergie, les décisions sur les routes commerciales mondiales, ne sont pas prises par des citoyens démocratiques. Elles sont prises en réponse à une combinaison de pressions électorales, d'intérêts corporatifs et de dynamiques de marché qui fonctionnent avec leur propre logique, distincte des besoins et des aspirations de la grande majorité de la population. C'est pourquoi une trêve peut être annoncée comme une victoire pendant que des raffineries brûlent. C'est pourquoi un président peut qualifier de viable une proposition de paix qui inclut des termes qu'il avait dénoncés 40 jours plus tôt comme inacceptables. C'est pourquoi les marchés peuvent monter pendant que des missiles continuent de tomber. Parce que le système n'optimise pas pour la paix ou pour la justice. Il optimise pour la gestion de l'incertitude d'une manière qui préserve les intérêts des acteurs qui en bénéficient structurellement. Cette compréhension n'est pas du cynisme, c'est de l'analyse. Et l'analyse est nécessaire si nous voulons répondre à la vraie question. Que faire avec tout ça? Parce qu'il ne suffit pas de décrire le problème, il faut aussi penser aux alternatives. Il faut penser à quelle sorte de politique étrangère serait possible dans un pays où les décisions ne seraient pas déterminées par les besoins électoraux à court terme d'un président, par les intérêts des contracteurs de défense, par les prix du pétrole à la veille d'élections de mi-mandat. Une politique étrangère qui prendrait au sérieux les coûts humains de la guerre, pas seulement en termes abstraits de dommages collatéraux, mais en termes concrets de familles détruites, d'infrastructures indispensables à la vie civile réduite en cendres, de générations entières marquées par des traumatismes que des décennies ne suffiront pas à effacer. Une politique étrangère qui reconnaîtrait que la sécurité ne s'achète pas par la domination militaire, mais par des arrangements politiques qui répondent aux causes profondes des conflits plutôt qu'à leurs symptômes les plus visibles. Une politique étrangère qui serait prête à reconnaître que l'Iran, quel que soit le jugement que l'on porte sur ses dirigeants, sur ses pratiques intérieures, sur ses violations des droits humains, est un pays réel, avec une population réelle, avec des intérêts de sécurité réels que des bombes ne feront pas disparaître. Ce ne sont pas des positions naïves ou utopiques. Ce sont des positions fondées sur une lecture honnête de l'histoire. Parce que si on regarde l'Irak, si on regarde la Libye, si on regarde l'Afghanistan, le schéma est toujours le même. L'intervention militaire résout le problème immédiat que les décideurs voulaient résoudre. Changer un régime, neutraliser une capacité militaire, sécuriser une route commerciale. Et dans le même mouvement, créer des problèmes nouveaux, plus complexes, plus coûteux, que la génération suivante devra gérer dans des conditions bien moins favorables. L'Iran de 2026 n'est pas l'Irak de 2003. Ce n'est pas un pays qui peut être occupé et restructuré selon les préférences de Washington. C'est un pays de 90 millions d'habitants, avec une industrie de défense construite pendant des décennies, avec des capacités balistiques réelles, avec des alliés, Russie, Chine, qui ont leurs propres raisons de s'assurer que l'Iran ne tombe pas. Et avec une population qui, malgré son opposition à certains aspects du régime, n'est pas prête à saluer des bombes étrangères comme une libération. C'est cette réalité que la trêve du 7 avril reflète plus que toute autre chose. Non pas une victoire américaine, non pas une défaite iranienne, mais la reconnaissance, même tacite, même enveloppée dans la rhétorique de la victoire, que la réalité ne se plie pas aux déclarations sur Truth Social, que la géographie stratégique a ses propres lois, que la résistance organisée a ses propres capacités, et que dans un monde qui se fragmente progressivement en pôles de pouvoir multiples, les instruments de coercition unilatérale que Washington a utilisés pendant des décennies produisent des résultats de moins en moins conformes aux intentions déclarées.
ce qui se passe avec cette trêve, avec ces raffineries en feu, avec ces termes contradictoires, avec ces marchés qui célèbrent et ces missiles qui continuent de tomber, c'est un instantané de ce moment de transition historique. Un moment où l'ancien ordre n'est plus capable d'imposer sa volonté avec la même efficacité qu'avant, mais où le nouvel ordre n'a pas encore pris une forme stable et définie. Dans ce moment de transition, ce qui est le plus nécessaire n'est pas l'arrogance de qui croit que la prochaine frappe militaire réglera ce que les 40 précédentes n'ont pas réglé. Ce qui est le plus nécessaire, c'est la lucidité, la capacité de lire la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. La capacité de comprendre que les solutions durables aux crises du Moyen-Orient ne viendront pas de bombardements supplémentaires, mais d'un travail politique patient, difficile et honnête qui s'attaque aux inégalités, aux injustices et aux déséquilibres de pouvoir qui alimentent ces crises en permanence. C'est le défi. Et c'est pourquoi nous continuons cette conversation, pas pour désespérer, pas pour alimenter la peur, mais pour contribuer à la compréhension qui est le premier pas vers quelque chose de différent. Je suis Richard Wolff et nous nous retrouvons à la prochaine analyse.